samedi 22 mars 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, la sortie fracassante de Nicolas Sarkozy soulève un tollé à gauche après la publication d'une tribune dans le Figaro de ce dernier. La suite de notre zoom municipal à un jour du vote avec la mairie de Toulouse où l'UMP rêve de reconquête, à Hénin-Beaumont le rêve accessible du Front National, Perpignan, combat droite contre extrême droite. Et puis enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. La sortie fracassante de Nicolas Sarkozy soulève le tollé, plaidoyer pro-domo et réquisitoire contre des juges s'inspirant des méthodes de Stasi. La sortie fracassante de Nicolas Sarkozy à 3 jours des municipales lui a valu une pluie de réactions de l'exécutif François Hollande en tête au nom de la défense de l'institution judiciaire. Sans surprise, la publication du réquisitoire de Nicolas Sarkozy contre les juges et le gouvernement soulève un tollé à gauche, et notamment auprès de l'exécutif qui n'a pas du tout aimé la comparaison faite par l'ancien chef de l'État entre la France et l'ex-Allemagne de l'Est. Un des premiers à réagir, Jean-Marc Ayrault, parle de faute morale, relayée dans la nuit depuis Bruxelles par le président de la République. Toute comparaison avec des dictatures est forcément insupportable. Et l'ensemble de la gauche de continuer sur cette même lancée. Oser évoquer la Stasi en parlant de la France, de notre République, de notre bien commun, lorsque un ancien président de la République emploie ces expressions, pour moi, il est irresponsable. Et Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de défenseurs. Pour Jean-François Copé, l'ex-président est tout simplement victime d'un acharnement. Il était indispensable que Nicolas Sarkozy réponde comme il l'a fait, alors qu'il est l'objet d'attaques d'une violence incessante depuis plusieurs semaines, qui mettent en cause sa personne et son honnêteté. Reste à connaître l'impact que pourrait avoir cet énième épisode de l'affaire des écoutes sur le premier tour des municipales ce dimanche. On a le discrédit majeur qui plaide en faveur d'une progression de l'abstention. Il est, je crois, en partie corrigé ou atténué ou limité par, au fond, l'idée selon laquelle la vie politique locale, malgré tout, a des lettres de noblesse en regard du discrédit de la vie politique au niveau national. Peu d'impact sur la participation donc, mais difficile d'évaluer l'effet réel de ces échanges musclés sur la défiance chronique des Français vis-à-vis des politiques. À Toulouse, l'UMP rêve de conquête. Pierre Cohen a fait basculer la ville rose à gauche lors des municipales de 2008, historiquement à droite. Aujourd'hui, Jean-Luc Mondang, candidat UMP, espère bien récupérer la ville. Le maire sortant invite lui les candidats à se déplacer pour aller voter. Le thème du candidat UMP, l'insécurité. J'ai vu en particulier notre projet en matière de sécurité. Oui. On prend des options quand même qui sont très claires, je crois qu'on est les seuls. Ces options, augmenter le nombre de policiers municipaux et multiplier par 10 le nombre de caméras de vidéosurveillance. Jean-Luc Mondec a déjà été maire de Toulouse. En 2004, lorsque le maire UMP Philippe Douste-Blazy devient le ministre de la Santé, c'est lui qui le remplace. Mais en 2008, la ville rose bascule à gauche après 37 ans de politique à droite. Un changement historique que Jean-Luc Mondang espère bien faire oublier. Le candidat dresse un bilan négatif du mandat de Pierre Cohen. Toulouse est moins sûre, moins propre, moins bien éclairée, la réactivité de la collectivité est beaucoup moins forte et donc il y a ce sentiment de dégradation qui est corroboré par les faits. On a besoin de donner une nouvelle impulsion à la ville. Au Capitole, Pierre Cohen, lui, met en avant ses réalisations. 20% de logements sociaux atteints, la création de 1000 places en crèche et un budget de 60 millions d'euros alloués à la rénovation des écoles. Face aux critiques, le maire de Toulouse contre-attaque.
Lui, il est toujours en difficulté à faire des propositions, je dirais, innovantes, quand on sait que pendant 4 ans où il a été maire, il n'a absolument rien fait. Donc là, on peut réellement nous montrer sur un certain nombre de sujets. Par exemple, quand on parle de la sécurité, par exemple, puisque c'est son dada, moi, je vois quelqu'un qui veut essayer d'imiter Estrosi, plus de policiers, plus de caméras, n'apporte pas plus de sécurité. Les deux hommes s'opposent sur tous les sujets, la sécurité, l'éducation et même les transports. Lorsque Pierre Cohen prône l'allongement de la ligne de tramway et l'augmentation de la ligne de bus, Jean-Luc Mondank propose une 3e ligne de métro et une nouvelle rocade. Au premier tour, le candidat UMP espère tirer parti de l'absence d'Europe Écologie Les Verts aux côtés du PS qui fait liste commune avec le PC et le PRG. Le maire sortant se méfie aussi de l'abstention. En 2008, elle avait frôlé les 40%, un record pour les municipales. On a, à chaque fois qu'il y a des élections intermédiaires, constaté une abstention en défaveur du pouvoir en place, et donc en l'occurrence en défaveur du Parti socialiste. Face à ce risque, il n'y a qu'une méthode véritablement efficace, c'est une bonne paire de baskets, une main ferme pour toquer aux portes et aller au contact, un par un, voir les électeurs. Les deux candidats vont chacun sillonner le terrain jusqu'au scrutin. En 2008, Pierre Cohen avait remporté la 4e ville de France avec seulement 50,42% des voix contre 49,58% pour Jean-Luc Mondank. La mairie d'Hénin-Beaumont, bastion de gauche dans le Pas-de-Calais, est un des grands objectifs du Front National aux élections municipales. Un rêve de plus en plus accessible pour Steve Briouat, qui espère bénéficier de l'éparpillement des listes de gauche et du ras-le-bol des habitants. À Hénin-Beaumont, c'est en toute sérénité que le candidat Front National Steve Briouat mène sa campagne. La mairie, cela fait des années qu'il s'y prépare, et cette fois, plus que jamais, il se voit ravir à la gauche ce bastion historique. La politique, c'est pas seulement sur les plateaux de télévision, à la tribune d'une assemblée ou autre, c'est aussi sur le terrain, au contact direct, au quotidien de la population. Et vous ne pouvez pas vous imaginer parfois la souffrance qu'il y a ici, la misère qu'on rencontre. Et donc, les gens nous apprécient parce qu'on est là pour les écouter, on est là pour les défendre. C'est sur le ras-le-bol que le Front National mise beaucoup. La ville de 26 000 habitants est minée par les affaires. L'ancien maire d'Hiver Gauche, Gérard d'Allongeville, a été condamné pour détournement de fonds. Il a fait appel. À chaque élection, le score du Front National s'améliore. Steve Briouat avait déjà failli l'emporter lors de municipales partielles en 2009. Aux législatives de 2012, une liste menée par Marine Le Pen avait échoué à une centaine de voix près. Dans cette commune du bassin minier, la crise a poussé le chômage au-delà de 50% et aujourd'hui, parler du FN n'est plus tabou. Ouais, ça me plaît, ouais. Ouais, je suis pour le Front National. Il faut du changement, hein. Ça change pas beaucoup, c'est toujours la même chose. On peut plus se promener sans qu'on se fait agresser ou quoi, il faut bien changer un peu. Hein. Le FN pourrait aussi bénéficier des divisions de la gauche. 5 listes se présentent avec un favori, Eugène Binès, le maire sortant. Aux commandes depuis 2010, il a tenté tant bien que mal de relancer les finances de la ville. Il sera bien compliqué de se rassembler au 2e tour quand on sait qu'on a tout juste 24 heures pour revoir les choses. Il y a un gros risque, et puis aussi il y a le risque après, au 2e tour, que le report de voix ne soit pas celui qu'on espère tout à fait. Mais tout n'est pas gagné d'avance pour le FN. Un sondage publié en janvier donne Steve Briouat en tête au premier tour, mais battu au second par Eugène Binès. Et puis enfin à Perpignan, le candidat du Front National, Louis Alliot, se voit déjà en tête du premier tour de l'élection municipale, mais le maire UMP sortant par favori dans les sondages, une campagne qui a été d'un combat droite contre extrême droite face à une gauche divisée. Le plus grand soutien du candidat de Perpignan, sa compagne Marine Le Pen.
Louis pourrait aussi arriver en tête dans ces élections. Originaire de la région, Louis Alliot se présente comme le candidat le plus proche des Perpignanais et mise notamment sur la communauté harki, importante dans la ville. Moi, je suis implanté là depuis maintenant, j'allais dire assez longtemps. On y enregistre des résultats qui sont supérieurs en général à la moyenne nationale. Moi, je m'y suis implanté, j'y vis. Marine, il y a aussi un bien immobilier avec moi. Bon, ben voilà, on est de là, donc on s'occupe de Perpignan. Parce que je pense que ça peut être effectivement pour le Front National une chance. À Perpignan, le discours de la présidente du FN sur l'insécurité ou l'immigration séduit une partie des habitants, car Perpignan est la ville la plus pauvre de France et la seule dont le centre-ville est placé en zone de sécurité prioritaire. Le dernier sondage crédite le candidat FN de 28% des intentions de vote au premier tour, devant le PS qui enregistre seulement 18%. En tête avec 35% d'intentions de vote, le maire actuel UMP qui préfère relativiser ces tendances. Je crois que le Front National a été historiquement toujours fort à Perpignan, il n'a jamais gagné et je vais faire en sorte que cela continue. Dans cette ville de 120 000 habitants, traditionnellement à droite depuis 1959, la gauche part divisée. Mais le candidat PS Jacques Cresta ne désespère pas et continue de frapper à la porte d'Europe Écologie Les Verts. Il faut continuer à rassembler, il faut continuer à parler aux électeurs. Et moi je suis persuadé qu'on va se rassembler. Il y a un enjeu qui est un enjeu important pour les Perpignanais et je crois qu'on n'a pas le droit de manquer le rendez-vous avec l'histoire. Pour contrer Louis Alliot, PS et UMP investissent les thèmes chers du candidat FN, comme l'insécurité. Le candidat UMP propose d'augmenter les caméras de surveillance. À gauche, on demande de placer de nouvelles zones de sécurité prioritaires. En 1995, le candidat FN de l'époque avait obtenu 36% des voix, un record que Louis Alliot espère bien dépasser le 23 mars prochain. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Retour du rouble et dissolution des unités militaires ukrainiennes, la Crimée n'a pas traîné pour demander son rattachement à la Russie au lendemain du référendum. En réponse, l'Ukraine a lancé une mobilisation partielle de ses troupes et a rappelé son ambassadeur en Russie, pendant qu'États-Unis et Européens annonçaient des sanctions contre des responsables russes ou pro-russes. Pas de nouvelle journée de circulation alternée mardi en Île-de-France, où la qualité de l'air devrait nettement s'améliorer selon Air Parif. La mesure a plutôt bien fonctionné avec un périph' étrangement fluide et 2 fois moins de bouchons que d'habitude pour les Franciliens. 800 policiers étaient spécialement déployés pour des contrôles. Il va investir 3 milliards en France, mais restera domicilié fiscalement en Suisse. Le patron d'Altis, qui négocie avec Vivendi pour le rachat de SFR, reste ferme face aux critiques gouvernementales. Patrick Drahi promet aussi que son achat n'entraînera pas d'impact social négatif, laissant même entrevoir des embauches. Poutine signe l'accord rattachant la Crimée à la Russie. Le président russe fait ainsi fi des sanctions occidentales décrétées la veille. Selon le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, le conflit avec la Russie en Crimée entre dans une phase militaire après des tirs sur des soldats ukrainiens. Le siège de la marine ukrainienne à Sébastopol occupé par des miliciens pro-russes, un assaut qui intervient au lendemain de l'attaque d'une autre unité militaire ukrainienne à Simferopol. Kiev dépêche en Crimée son ministre de la Défense pour mettre fin à l'escalade du conflit, alors qu'à Moscou, la Cour constitutionnelle valide le rattachement de la Crimée à la Russie. Nouvel épisode dans l'affaire des écoutes, le site Mediapart publie à son tour des extraits d'écoutes judiciaires de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, des conversations qui tournent autour de la décision alors attendue de la Cour de cassation concernant les agendas de l'ancien président. Hallucinant, dit-on à gauche, à droite, Jean-François Copé demande de la retenue. À Bruxelles, le ton monte contre la Russie qui continue d'absorber la Crimée. L'Union européenne annule son sommet prévu en juin avec Moscou et va sanctionner davantage de responsables russes. François Hollande a ajouté que les 28 devaient préparer de nouvelles sanctions économiques en cas d'escalade. Barack Obama, lui, a directement menacé de s'en prendre à des secteurs clés pour la Russie. Les rebelles le tenaient depuis 2 ans. Le célèbre krach des chevaliers est tombé aux mains des forces de Damas. L'armée syrienne s'était emparée hier de la ville au pied de la place forte après de violents bombardements.
La prise de la citadelle médiévale, symbole de la résistance des rebelles, entre dans une vaste offensive visant à sécuriser la frontière avec le Liban. Plusieurs milliers d'intermittents dans la rue alors que se tient l'ultime négociation sur l'assurance chômage. Ils craignent pour l'avenir de leur régime spécifique que le MEDEF avait menacé de supprimer. Leur statut n'occupe qu'une petite partie des discussions. Face à un chômage record, les partenaires sociaux doivent fixer de nouvelles règles d'indemnisation. C'est un signal fort pour l'Ukraine. L'Union européenne a renforcé ses liens avec Kiev en signant le volet politique d'un accord d'association. Dans la foulée des États-Unis, les 28 ont également décidé de sanctionner des proches de Vladimir Poutine. Bruxelles creuse ainsi un peu plus le fossé entre les Occidentaux et la Russie, qui est en passe de finaliser le rattachement de la Crimée. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment samedi prochain pour une toute nouvelle édition du Grand Show de l'Info. Demain dimanche, ce sont les élections municipales. N'oubliez pas, si vous êtes sur le territoire français, d'aller voter. Bien évidemment, une excellente semaine à tous.